C'est un miroir que nous tend La Fontaine. Un miroir ironique et cruel. Sous la peau du loup, sous les plumes du corbeau, tout devient presque limpide. Si la morale en est souvent amère, ces fables, elles, sont exquises. La Fontaine nous parle sur un ton de confidence aimable et légère. Il parle à chacun et il parle à tous. Alors oui, il nous parle, mais de quoi? Eh bien, il nous parle de politique. La Fontaine nous montre les passions, la folie, l'ivresse de la domination. Il nous parle d'élections. C'est souvent chez lui une affaire de grenouille. Je n'ai pas dit grenouillage. Qui sera le roi? C'est la question qui est maintes fois posée dans les fables. C'est une guerre, elle est féroce et fratricide. Les fables sont emplies de petites phrases, de mots perfides, de sentences, de vacheries que La Fontaine profère avec le sourire. La Fontaine est sans pitié, pas de sentiment. Le loup dévore l'agneau, le chat croque la souris, la raison du plus fort, hélas, est toujours la meilleure. Ce qu'il décrit, c'est une guerre sans fin, où les amitiés et les alliances ne résistent pas longtemps devant les intérêts. En politique, La Fontaine est partisan de la diplomatie, de la paix, de la concorde. Il fait l'éloge de l'amitié. Or, deux mots nous guettent en ce bas monde. L'un est dans le cœur de l'homme, c'est l'illusion sur soi. Arrogance, présomption, vanité, la folie des grandeurs, si vous préférez. L'autre calamité qui nous menace est dans le corps social. C'est la zizanie, la bisbille, la noise. Car La Fontaine le sait, nous sommes le peuple le plus divisé et le plus querelleur de la terre. Les Français en politique adorent la castagne. Dans les fables que nous allons lire, toute ressemblance avec des personnalités politiques déjà au pouvoir ou cherchant à l'être dans un avenir très proche est tout sauf fortuite. Au contraire, chaque fable nous invite à faire des parallèles avec l'actualité. Petits hommes qui veulent se faire grands, peuples ingrats qui tombent dans la dictature, peuples cigales, Les Grecs? peuples fourmis, Allemagne? belles têtes vides, Ségolène? et toujours, les ambitions qui complotent ou qui flattent, les puissants qui exercent leur injustice et les vantards qui se ridiculisent. Le renard, le singe et les animaux. Les animaux, au décès du lion, en son vivant prince de la contrée, pour faire un roi, s'assemblèrent, dit-on. De son étui, la couronne est tirée, dans une chartre, un dragon la gardait. Il se trouva que, sur tous essayés, à pas un d'eux, elle ne convenait. Plusieurs avaient la tête trop menue, aucun trop grosse, aucun même cornu. Le singe aussi fit l'épreuve en riant, et par plaisir, la tiare essayant, il fit autour force grimaces, tour de souplesse, et mille singeries, passa dedans, ainsi qu'en un cerceau. Aux animaux, cela sembla si beau qu'il fut élu. Chacun lui fit son hommage. Le renard seul regretta son suffrage, sans toutefois montrer son sentiment. Quand il eut fait son petit compliment, il dit au roi : « Je sais, sire, une cache, et ne crois pas qu'autre que moi la sache. Or, tout trésor, par droit de royauté, appartient, sire, à votre majesté. » Le nouveau roi bâille après la finance, lui-même y court pour n'être pas trompé. C'était un piège, il y fut attrapé.
Le renard dit au nom de l'assistance. Prétendrais-tu nous gouverner encore, ne sachant pas te conduire toi-même? Il fut démis, et l'on tomba d'accord qu'à peu de gens convient le diadème. Les grenouilles qui demandent un roi. Les grenouilles, se lassant de l'État démocratique, par leur clameur firent tant que Jupin les soumit au pouvoir monarchique. Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique. Ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant que la gente marécageuse, genre fort sotte et fort peureuse, s'alla cacher sous les eaux, dans les joncs, dans les roseaux, dans les trous du marécage, sans oser de longtemps regarder au visage celui qu'elle croyait être un géant nouveau. Or, c'était un soliveau, de qui la gravité fit peur à la première, qui, de le voir s'aventurant, osa bien quitter sa tanière. Elle approcha, mais en tremblant. Une autre la suivit, une autre en fit autant. Il en vint une fourmilière, et leur troupe à la fin se rendit familière, jusqu'à sauter sur l'épaule du roi. Le bon sire le souffre et se tient toujours coi. Jupin en a bientôt la cervelle rompue. « Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue. » Le monarque des dieux leur envoie une grue, qui les croque, qui les tue, qui les gobe à son plaisir. Et Grenouille de se plaindre, et Jupin de leur dire « Et quoi, votre désir à ces lois croit-il nous astreindre? Vous avez dû premièrement garder votre gouvernement. Mais ne l'ayant pas fait, il vous devait suffire que votre premier roi fût débonnaire et doux. De celui-ci, contentez-vous, de peur d'en rencontrer un pire. » La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? » « Nenni. M'y voici donc. » « Point du tout. M'y voilà.
vous n'en approchez point. La chétive Pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout petit prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. La génisse, la chèvre et la brebis en société avec le lion. La génisse, la chèvre et leur sœur la brebis, avec un fier lion, seigneur du voisinage, firent société, dit-on, au temps jadis, et mirent en commun le gain et le dommage. Dans les raies de la chèvre, un cerf se trouva pris. Vers ses associés, aussitôt elle envoie. Eux venus, le lion par ses ongles compta et dit « Nous sommes 4 à partager la proie. » Puis en autant de parts, le cerf il dépeça. Prit pour lui la première en qualité de sire. « Elle doit être à moi, dit-il. Et la raison, c'est que je m'appelle lion. À cela, on n'a rien à dire. La seconde, par droit, me doit échoir encore. Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort. Comme le plus vaillant, je prétends la troisième. Si quelqu'une de vous touche à la quatrième, je l'étranglerai tout d'abord. Le loup. Et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle. Et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas née
reprit l'agneau. Je tette encore ma mère. Oh, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange. Sans autre forme de procès. Le chêne. Et le roseau. Le chêne, un jour, dit au roseau, vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui, d'aventure, fait rider la face de l'eau, vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrais de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci, les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine. Et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Le renard et le buste. Les grands, pour la plupart, sont masques de théâtre. Leur apparence impose aux vulgaires idolâtres. L'âne n'en sait juger que par ceux qui l'envoient. Le renard, au contraire, à fond les examine, les tourne de tous sens, et quand il s'aperçoit que leur fait n'est que bonne mine, il leur applique un mot qu'un buste de héros lui fit dire fort à propos. C'était un buste creux et
plus grand que nature. Le renard, en louant l'effort de la sculpture, « Belle tête, dit-il, mais de cervelle point. » Combien de grands seigneurs sont bustes sur ce point? Le lion et le rat. Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre, assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire Rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de ton font plus que force ni courage. Conseil tenu par les rats. Un chat, nommé Rodilardus, faisait de rats telle déconfiture que l'on n'en voyait presque plus, tant il en avait mis dedans la sépulture. Le peu qu'il en restait, n'osant quitter son trou, ne trouvait à manger que le quart de son sou. Et Rodilard, passé chez la gente misérable, non pour un chat, mais pour un diable. Or un jour qu'au haut et au loin, le galant alla chercher femme, pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame,
le demeurant des rats tint chapitre en un coin sur la nécessité présente. Dès l'abord, leur doyen, personne fort prudente, opina qu'il fallait, et plutôt que plus tard, attacher un grelot au cou de Rodilard, qu'ainsi, quand il irait en guerre, de sa marche avertie, il s'enfuirait sous terre, qu'il n'y savait que ce moyen. Chacun fut de l'avis de monsieur le doyen. Chose ne leur parut à tous plus salutaire. Chose ne leur parut à tous plus salutaire. La difficulté fut d'attacher le grelot. L'un dit « Je n'y vas point, je ne suis pas si sot ». L'autre « Je ne saurais », si bien que, sans rien faire, on se quitta. J'ai maints chapitres vus qui pour néance sont ainsi tenus. Chapitre non de rat, mais chapitre de moine, voire chapitre de chanoine, chapitre ou pitre de Bruxelles. Oh, dis donc, c'est pas dans La Fontaine, ça? Non. Ne faut-il que délibérer? La cour en conseiller foisonne. Est-il besoin d'exécuter? L'on ne rencontre plus personne. Les animaux malades de la peste. Un mal qui répand la terreur, mais que le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une vie mourante. Nullement n'excitait leur envie, ni loup, ni renard, n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour, partant, plus de joie. Le lion tint conseil et dit : Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc, s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse, ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, manger mouton, canaille, sotte espèce, est-ce un péché? Non, non. Vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant, beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient des petits saints. L'âne vint à son tour et dit : j'ai souvenance qu'en un pré de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre,
et je pense quelques diables aussi, me poussant, je tondis de ce près la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria « haro » sur le baudet. Un loup quelque peu clair prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Sa peccadille fut jugée un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Les obsèques de la lionne. La femme du lion mourut. Aussitôt, chacun accourut pour s'acquitter envers le prince de certains compliments, de consolations qui sont surcroît d'affliction. Il fit avertir sa province que les obsèques se feraient un tel jour, en tel lieu. Ses prévôts y seraient pour régler la cérémonie et pour placer la compagnie. Jugez si chacun s'y trouva. Le prince, aux cris, s'abandonna, et tout son antre en résonna. Les lions n'ont point d'autre temple. On entendit à son exemple rugir en leur patois messieurs les courtisans. Je définis la cour, un pays où les gens tristes, gais, prêts à tout indifférents, sont ceux qu'il plaît au prince, ou s'ils ne peuvent l'être, tâchent au moins de le paraître. Peuple caméléon, peuple singe du maître, on dirait qu'un esprit anime mille corps. C'est bien là que les gens sont de simples ressorts. Pour revenir à notre affaire, le cerf ne pleura point. Comment eût-il pu faire? Cette mort le vengeait. La reine avait jadis étranglé sa femme et son fils. Bref, il ne pleura point. Un flatteur l'alla dire et soutint qu'il l'avait vu rire. La colère du roi, comme dit Salomon, est terrible, et surtout celle du roi lion. Mais ce cerf n'avait pas accoutumé de lire. Le monarque lui dit: Chétif hôte des bois, tu ris? Tu ne suis pas ces gémissantes voix? Nous n'appliquerons point sur tes membres profanes nos sacrés ongles. Venez, loups, vengez la reine, immolez tous ce traître à ses augustes mânes. Le cerf reprit alors: Sire, le temps des pleurs est passé, la douleur est ici superflue. Votre digne moitillé couché entre des fleurs tout près d'ici m'est apparu, et je l'ai d'abord reconnu. Ami, m'a-t-elle dit, garde que ce qu'on voit quand je vais chez les dieux ne t'oblige à des larmes.
Aux champs élysiens, j'ai goûté mille charmes, conversant avec ceux qui sont saints comme moi. Laisse agir quelque temps le désespoir du roi. J'y prends plaisir. À peine on eut ouï la chose qu'on se mit à crier « Miracle! Apothéose !» Le cerf eut un présent bien loin d'être puni. Amusez les rois par des songes, flattez-les, payez-les d'agréables mensonges. Quelque indignation dans leur cœur soit remplie, ils goberont l'appât. Vous serez leur ami. Leur ami? Leur ami. Le rat et l'éléphant. Se croire un personnage est fort commun en France. On y fait l'homme d'importance et l'on n'est souvent qu'un bourgeois. C'est proprement le mal François. La sotte vanité nous est particulière. Les Espagnols sont vains, mais d'une autre manière. Leur orgueil me semble en un mot beaucoup plus fou, mais pas si sot. Donnons quelque image d'une autre qui sans doute en vaut bien un autre. Un rat des plus petits voyait un éléphant des plus gros et raillait le marché un peu lent de la bête de haut parage qui marchait à gros équipages. Sur l'animal, à triple étage, une sultane de renom, son chien, son chat et sa guenon, son perroquet, sa vieille et toute sa maison s'en allaient en pèlerinage. Le rat s'étonnait que les gens fussent touchés de voir cette pesante masse, comme si d'occuper ou plus ou moins de place nous rendait, disait-il, plus ou moins importants. Mais qu'admirez-vous tant en lui, vous autres hommes? Serait-ce ce grand corps qui fait peur aux enfants? Nous ne nous prisons pas, tout petits que nous sommes, d'un grain moins que les éléphants. Il en aurait dit davantage. Mais le chat, sortant de sa cage, lui fit voir en moins d'un instant qu'un rat n'est pas un éléphant. Non, un rat n'est pas un éléphant.
Et la cigale n'est pas la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août. Foi d'animal, intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ?» dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez. J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt ? Êtes-vous sage ? Répartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains d'élébore. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait. Et de tous deux, on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ceux qu'il fait lorsque, près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes et leur fait arpenter les landes, ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait, mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. « Eh bien, lui cria-t-elle, n'avais-je pas raison ?
De quoi vous sert votre vitesse? Moi, l'emporter? Et que serait-ce si vous portiez une maison? Le loup et le chien. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, sire loup l'eût fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment de son embonpoint qu'il admire. Mais il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils sont misérables, cancres, airs et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi, rien d'assuré, point de franche lippée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire? Presque rien, dit le chien. Donnez la chasse aux gens portant bâtons et mendiants, flattez ceux du logis, à son maître complaire. Moyennant quoi, votre salaire sera force relief de toutes les façons. Eau de poulet, eau de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. « Qu'est-ce là ?» lui dit-il. « Rien. »« Quoi, rien ?»« Enfin, peu de choses. »« Mais encore. »« Oh, le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. »« Attaché, dit le loup. Vous ne courez donc pas où vous voulez? » ?»« Ah, pas toujours, mais qu'importe. » »« Il importe si bien que de tous vos repas je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. » Cela dit, Maître Loup s'enfuit